Les théories sur la conscience font couler de l'encre depuis des milliers d'années. Il y a actuellement deux grands courants de pensée, les dualistes qui pensent que la conscience et le cerveau sont deux choses distinctes, sans aucun lien, et les matérialistes qui pensent que tous les fonctionnements de la conscience peuvent être expliqués par le fonctionnement du cerveau. C'est un peu comme dire que la conscience est soit blanche, soit noire, alors qu'elle est probablement grise. Il est très facile de faire l'expérience de la conscience, mais il devient difficile d'essayer de la définir et surtout d'en trouver les limites. Corrigeons d'abord une vision fausse. La conscience, ce n'est pas uniquement avoir conscience de soi. Le cerveau a en réalité de nombreuses consciences différentes, chacune avec des fonctions spécialisées, afin d'avoir conscience de certains aspects de la réalité. La conscience des pensées, la conscience des perceptions, des émotions, des souvenirs, ou la conscience de soi par exemple. Ces formes de conscience utilisent chacune différentes parties de notre cerveau. Il est vrai que la philosophie et la psychologie ont eu tendance à séparer le conscient et l'inconscient, en disant que le conscient c'était la conscience de soi, quand je peux dire « moi, je », tandis que l'inconscient serait tous les processus automatiques du cerveau et du corps, dont justement nous n'avons pas conscience. C'est une façon de voir discutable et discutée, car le cerveau fonctionne de manière plus nuancée, et il serait plus correct d'imaginer différents niveaux de conscience, comme un continuum, ou des poupées russes par exemple, avec des niveaux de conscience très profonds, automatiques et réflexes, et des niveaux plus élevés, qui permettent la réalisation de tâches plus complexes, comme réfléchir ou anticiper par exemple. Les niveaux élevés ont obligatoirement besoin que les niveaux plus profonds fonctionnent, et il n'est pas évident de trouver les différentes limites entre ceux-ci. Ainsi, la réflexion sur la conscience nécessite de rester prudent quant aux définitions et aux limites qu'on lui donne. On peut voir l'interconnexion des consciences comme des poupées russes. La couche la plus profonde de la conscience est celle qui permet d'être éveillé. C'est la conscience de base, la conscience de l'éveil. S'il n'y a pas d'éveil, impossible d'avoir de conscience plus complexe, comme les pensées ou les perceptions. La conscience d'éveil permet au cerveau et au corps d'être alertes, conscients du temps, maintenant, et de l'espace, ici. Il n'y a à ce stade aucune abstraction possible, aucune réflexion possible. Cette conscience reste totalement en mode automatique. Il y a plusieurs parties du cerveau qui contrôlent la mise en route de cette conscience d'éveil, qui sont des parties très anciennes du cerveau, dans l'échelle de l'évolution, tout à la base de celui-ci. Si ces structures sont abîmées, l'individu peut entrer dans un coma. Cela n'empêche pas que des milliers de processus automatiques peuvent continuer à fonctionner. Le cœur qui bat, la respiration et la digestion par exemple. Ces structures de la conscience d'éveil sont également très liées au processus de sommeil ainsi qu'au cycle du sommeil. On pourrait simplifier en disant que lorsqu'elles s'éteignent, le cerveau entre dans les phases de sommeil et on perd conscience de notre corps, du temps et de l'espace. Quand elles se rallument, le cerveau commence à se réveiller et réactive donc les consciences plus élevées. Ce qui est intéressant avec les consciences, c'est que quand nous avons conscience d'une pensée ou d'une perception physique, nous restons ignorants des mécanismes qui l'ont créée. C'est un peu comme pour un smartphone, on peut voir ce qu'il y a sur l'écran, mais on n'a aucune idée de ce qu'il se passe dedans et de comment ces choses apparaissent à l'écran. Ainsi, la majorité des processus qui permettent au cerveau et au corps de fonctionner le font pour la plupart du temps en mode automatique, et ce n'est que si on y prête attention qu'on peut entendre notre cœur qui bat, respirer volontairement ou sentir une certaine zone de tension dans le corps. Le reste du temps, on n'y pense pas, et tout se passe tout seul. C'est un peu comme si il y avait une sorte de seuil de prise de conscience. Il faut que les informations passent au-dessus de ce seuil pour qu'elles apparaissent dans un niveau supérieur de conscience. Tant qu'elles restent en dessous, nous ne savons juste pas qu'elles existent. Le seuil de conscience est utilisé par exemple par les filtres de l'attention, qui le montent ou le baissent afin de sélectionner les informations qui entrent ou non dans la conscience. Un autre phénomène intéressant, c'est que nos états de conscience sont en mouvement perpétuel. On peut rester fixé et concentré sur une idée ou une perception pendant quelques minutes, mais d'autres informations, pensées ou perceptions vont ensuite arriver. Nos consciences fonctionnent comme le ciel, où les nuages passent et se transforment sans jamais s'arrêter. Parfois c'est la tempête, et parfois il fait beau.
Parlons maintenant du moi et de la reconnaissance de soi. Comme pour les autres systèmes du cerveau, il n'y a pas une seule zone qui stocke toutes les informations sur le moi. C'est un ensemble de zones en interaction qui ont chacune des fonctions spécialisées dans la reconnaissance de certaines parties du moi. Le moi est en réalité une perception. Il est donc constitué des mêmes aspects: sensations physiques du corps, émotions, mémoire, attention et projection future de notre moi. Il y a donc des zones spécialisées pour chacun de ces aspects de la perception du moi, et même une zone qui permet de faire le lien entre toutes les autres pour avoir une perception d'unité. Si on perd une des parties spécialisées, on perd une partie de la reconnaissance de notre moi. Par exemple, on peut perdre la reconnaissance d'un bras, ou d'une jambe, ou d'une partie du champ de vision. C'est comme si elle ne nous appartenait plus, ou que ça disparaissait tout simplement de notre conscience. Ainsi, le moi, bien qu'on ait une impression d'unité, est en fait constitué d'un assemblage d'informations, qui toutes mises ensemble créent cette perception d'être soi-même. Un fait intéressant est que notre cerveau passe la majorité de son temps à penser à soi. En fait, il a même un programme automatique du moi qui fait tourner en boucle les pensées autour de nous-mêmes. Ce programme s'active dès que le reste du cerveau se met au repos. C'est ce qu'il se passe le soir lorsqu'on éteint la lumière. Des centaines de pensées sur nous-mêmes apparaissent tout d'un coup avec la mise en route de ce programme du moi. Il a une nette préférence pour tourner en boucle autour de tout ce qui touche aux relations sociales et aux émotions, qui sont deux points très importants pour notre cerveau. Pour le désactiver, il suffit de réaliser une tâche avec le cerveau, par exemple, imaginer une histoire. Cela suffit à réactiver un tout petit peu le cerveau et éteindre le programme automatique du moi. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais avec un peu d'entraînement, on y arrive bien. Notre cerveau est donc un expert du « moi-je » et il peut être utile de lui apprendre à faire d'autres choses que de penser à nous-mêmes. Comme nous l'avons vu, il y a une partie du cerveau qui permet de ressentir l'impression d'unité du corps. Lorsque cette zone est abîmée, on peut avoir l'impression d'une séparation des parties du corps, comme si certaines d'entre elles ne nous appartenaient pas. On est capable de les bouger, mais on a l'impression que cette jambe ou ce bras n'est pas à nous, comme s'il était étranger. On peut également avoir cette partie qui disparaît de notre conscience, comme si on n'y pensait jamais, et que c'est seulement quand on nous le fait remarquer qu'on s'aperçoit que le bras est là. Il y a toute une série de maladies neurologiques qui peuvent toucher cette zone du cerveau. Il a également été montré que 2 semaines d'immobilisation d'un membre, par exemple dans un plâtre, avait une influence sur les connexions qui permettent la reconnaissance de cette partie du corps par le moi. C'est pour cela que quand on enlève un plâtre, cela peut faire une impression très étrange pendant quelques jours, car il faut que le cerveau se réhabitue et se réapproprie cette partie du corps. D'autres zones du cerveau permettent de ressentir la localisation dans l'espace du moi. Des blessures sur ces zones peuvent également produire des changements de point de vue sur soi. Au lieu de se voir depuis l'intérieur, avec le moi au centre du corps, on peut se voir depuis l'extérieur, comme si on était sorti de notre corps et qu'on se voyait depuis un autre endroit. Cela peut être assez déroutant comme expérience. La perception du moi est donc quelque chose de très complexe, nécessitant le travail et les connexions de nombreuses parties du cerveau pour arriver à nous faire ressentir l'unité du corps et sa localisation dans l'espace. Le cerveau passe beaucoup de temps à essayer de discerner les émotions et l'état mental des autres. Cela lui permet d'essayer d'anticiper leur comportement et du coup d'augmenter ses chances de survie. Ce sont donc des compétences que le cerveau a beaucoup développées ces derniers millions d'années. Dans le langage courant, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui est en fait une intelligence sociale, de la compréhension de l'autre. La capacité que notre cerveau a de ressentir ce que l'autre ressent, c'est ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie est à la base de l'intelligence sociale. Cependant, elle a certains défauts. Tant qu'on est entouré de gens qui vont très bien, tout est ok, car on ressent leur bonheur et on peut se l'approprier. Par contre, lorsqu'on côtoie des gens qui souffrent, eh bien nous souffrons avec eux. Et là, ça devient compliqué, car on ne peut pas souffrir pour tout le monde, et ça devient vite insupportable. Trop d'empathie, ça peut donc vider nos réserves de bien-être, et on se fait alors déborder par la souffrance qui nous entoure. Il est donc très important d'entraîner le cerveau à comprendre la souffrance des autres, mais sans souffrir soi-même. Le cerveau humain possède de nombreuses zones qui permettent la sociabilisation. Il est très performant dans les tâches sociales déjà très tôt dans l'enfance.
Il a été mesuré que les humains passent 80% de leur temps d'éveil avec les autres, et 80 à 90% de leur temps à parler soit d'eux-mêmes, soit de ragoter sur le comportement des autres. Nous sommes donc extrêmement entraînés à observer et analyser les autres. Malgré cela, nous nous trompons la plupart du temps sur eux. Nos connaissances des autres sont basées en grande majorité sur les indices non-verbaux, la voix, l'expression faciale, les mouvements du corps, l'habillement, de ce que nous observons, entendons et sentons de l'autre. Nous allons ensuite essayer de déduire ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Nous arrivons entre 20 et 35% du temps à trouver le bon état de ressenti de l'autre. Plus la personne est connue et proche, plus le score s'approche des 35%. Plus elle est étrangère, plus on s'approche des 20%. Et c'est déjà un score très élevé. Mais cela signifie aussi qu'on se trompe 2 fois sur 3, même avec la personne la plus proche de nous. Le cerveau humain est donc un grand expert des liens sociaux et passe presque tout son temps à penser à ce sujet. En plus d'essayer de comprendre l'autre de façon presque maladive, notre cerveau a également des circuits neurologiques avec des paramètres par défaut guidant les relations sociales. Ainsi, lorsqu'il arrive malheur à quelqu'un que l'on n'aime pas, cela active de la joie, comme si vengeance avait été faite. L'inverse est aussi vrai. S'il arrive malheur à quelqu'un qu'on apprécie, on peut également en souffrir. Ceci est dû au besoin d'appartenance du groupe, un besoin extrêmement important chez la majorité des animaux et chez les êtres humains. Cette appartenance au groupe assure une certaine protection et un conformisme qui permet au cerveau de mieux anticiper les comportements des autres, vu que certaines normes comportementales sont connues et respectées. Le besoin d'appartenir à un groupe est tellement fort que le fait d'être isolé socialement crée un stress immense pour le cerveau et pour le corps. Les enfants de 1 an ont déjà ces fonctionnements activés. Cela nous arrive donc dès notre plus jeune âge. Ainsi, il peut être difficile de se libérer de ces normes comportementales apprises, bien que cela soit possible par la pratique. Le cerveau possède donc toutes sortes de programmes sociaux, préenregistrés, qui jouent un rôle important dans nos comportements sans même qu'on s'en rende compte.